Notre souci, c'est un peu au niveau de la prévention, parce que nous nous sommes engagés pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant à l'horizon 2015. C'est un gros défi. Nous sommes autour de 8-10% en termes de transmission du VIH de la mère séropositif à son enfant. Nous voulons arriver à l'horizon 2015 à moins de 5%. Je crois que c'est le plus grand défi actuellement. Positive Generation, c'est une association qui aimerait voir le monde, un monde où il n'y a pas de stigmatisation, un monde où tous les patients ont accès au ARV, au traitement antirétroviraux. Voilà. Et Positive Generation, c'est une association qui fait dans la promotion de la santé et des droits humains. C'est comme ça que commence Positive Generation. Et peut-être nous commençons aussi à sensibiliser nos camarades au sein de l'université sur la problématique du VIH-Sida. Et de fil à aiguille, nous évoluons du VIH-Sida, nous quittons l'université parce que d'autres finissent leurs études, donc quittent l'université. Ça se transpose dans ce qu'ils font comme métier, qu'ils soient enseignants, qu'ils deviennent directeurs de société. Ils continuent dans le même esprit de Positive Generation, puis au fur et à mesure, les gens adhèrent à l'organisation, soit parce qu'ils sont infectés, soit parce qu'ils veulent lutter contre le VIH-Sida et aussi beaucoup plus la promotion des droits de l'homme. Nous avons sur le terrain des sentinelles, donc dans les formations sanitaires que nous observons. Il y a des sentinelles, il y a des observateurs. Chaque semaine, au niveau du bureau, il y a des bénévoles qui viennent et qui appellent les sentinelles et ils entrent les données. Maintenant, quand c'est collecté, analysé, en ce moment-là, on fait l'appel aux plaideurs de l'association. Donc, ce sont ces données-là que les plaideurs utilisent chaque fois pour faire pression au niveau national. C'est des marchés communautaires où les gens sont plus à l'aise pour parler de leurs problèmes parce qu'ils quittent de chez eux très tôt le matin et ne rentrent que la nuit. Ils n'ont pas d'autre temps que de faire ces activités. Et la plupart n'ont pas de congés, n'ont pas de vacances. Donc ce n'est que sur leur lieu de travail que nous pouvons les toucher. Et nous le faisons pourquoi? Parce que nous savons qu'ils n'ont pas le temps de suivre la radio, n'ont pas le temps de suivre des informations. Et on leur donne ces informations pour que le moment venu, quand ils sont confrontés, par exemple, si il quitte du marché, il va à l'hôpital, il est malade, qu'ils connaissent tous ses droits, parce qu'on lui a délivré au marché. Et aussi, parce que nous voulons à la fin créer une masse critique de populations qui connaissent bien leurs droits et qui peuvent mieux défendre leurs droits pour justement faire promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Le rapport qui nous est donné, nous avons pu voir la concrétisation physique parce qu'ils ont sorti un feuillet résumant tout ce qu'ils avaient fait pendant l'année. Je vois qu'il y a de la qualité qui vient en plus et pour moi, je suis relativement satisfait de ça. Ce qui fait qu'à la fin, vous voyez que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui ne peuvent pas parler. C'est pour ceux qui ne peuvent pas marcher. C'est pour ceux qui ne peuvent pas entendre. Nous sommes leurs oreilles, leurs bouches, leurs yeux, pour les permettre de voir à travers nous et de aussi à travers nous, à partir de nous, dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, d'être leur voix, de porter leur voix dans les instances de décision, que ce soit au niveau local, régional ou national, même international, pour dire voici les voix des communautés